Self-Upgrade, le rendez-vous de ceux et celles qui ont choisi d'évoluer. Nous étudierons ici comment certains individus ont, par leurs actions, upgradé leur vie. Ils ont dû agir, aller parfois dans l'inconfort ou agrandir leur zone de confort. Soyez attentifs, concentrez-vous et rejoignez-nous. Je suis Jérémy François, votre hôte, et ma promesse reste inchangée, celle de vous confirmer que vous sortirez forcément grandi de cet épisode. Le moment est venu et je vous souhaite à tous et à toutes un bon upgrade. Ok, nice. Salut Stéphane, Salut Jérémy, comment tu vas? bien, merci de m'accueillir sur ton podcast. Super, mais merci à toi pour le temps parce que je sais que tu es un homme occupé. Donc du coup, merci pour le temps que tu prends. Donc aujourd'hui, en fait, on est venu parler un petit peu de tout ce que tu fais. Je sais que tu builds beaucoup, que tu construis beaucoup. Je crois même que tu partages pas mal de choses aussi en public. Donc ça, c'est ultra cool. Donc si tu veux, ben, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais? Ouais, donc du coup, je m'appelle Stéphane Boudmy, j'ai 35 ans demain. Donc du coup, de formation, je suis développeur. J'ai fait beaucoup de Ruby on Rails, de JavaScript dans ma carrière. Et j'ai commencé à faire du no-code en montant ma boîte qui s'appelle les Hacker House, qui sont aussi liés à mes investissements immobiliers. Et c'est comme ça que je suis tombé dans le no-code. Et aujourd'hui, je pense que je me définis un peu plus comme hyper freelance. C'est-à-dire que je fais à la fois des prestats d'un côté en freelance, mais aussi j'ai mes products à côté qui me permettent de, de diversifier tout ça. T'as été salarié avant d'être freelance ou pas du tout? Si, j'ai fait. Je sais pas si on doit compter mon stage de fin d'études aux États-Unis, parce que n'empêche, j'étais quand même mieux payé en tant que stagiaire aux US qu'en CDI à Non. Paris. Si, je me rappelle, hein, ma paye, c'était genre, je gagnais genre 55K en tant que stagiaire dans une startup là en plus, hein, c'était même pas Google ou quoi. Mhm. Et quand je suis rentré à Paris, je suis commencé à 42 quoi, donc bon, un peu moins, mais Ok. j'avais pas trop à me plaindre non plus. Ok, donc t'as parlé de Hacker House qui est un des projets principaux que tu as. C'est quoi aujourd'hui les autres projets ou produits que tu as ou sur lesquels tu travailles? Alors ouais, comme tu dis, il y a Hacker House. Donc à la base, ça a commencé avec une idée à moi, avec un pote. On s'est dit, bah vas-y, ça serait cool d'avoir un endroit où on réunit les entrepreneurs, des lits superposés, de la fibre. Et au final, bah, j'ai transformé mon appart dans ce concept-là. Et donc j'ai fait ça pendant presque 7 ans. Donc ça t'apprend à gérer une boîte, ça t'apprend à faire de la compta, ça t'apprend à être rentable. Surtout quand tu lèves de la dette, ça t'apprend à être rentable. Parce que bah, quand tu as ton crédit à payer derrière, bah, faut forcément que tu gagnes plus que ce que tu dépenses. Donc je pense que depuis le début, j'avais ça en moi de se dire, bon, bah, c'est pas possible de faire quelque chose qui est pas rentable. Et là, depuis, je dirais 6 mois, 6-8 mois, j'ai commencé à faire du freelance en tant que développeur Bubble Senior. Euh, Sachant qu'avant, il n'y avait pas trop ce type de rôle-là, parce que Bubble, c'était surtout destiné à des développeurs, enfin, à des bootstrappers, donc ils n'avaient pas forcément les moyens. Et depuis 8 mois, il y a du no-code sur des projets qui ont levé, c'est ça qui est intéressant. Et du coup, je fais un peu de freelance quand il y a des missions, c'est-à-dire que je cours pas derrière les missions. C'est ça l'intérêt aussi d'avoir du product ou des services à côté. Et derrière, bah, tous les problématiques que j'ai dans la vie de tous les jours, bah, j'essaie de les tacler pour voir si j'arrive à en faire un service. Et voilà. Ok, super pour le freelance. Et donc du coup, à côté de ça, t'as une agence aussi, c'est ça? Ouais, donc on est, j'ai un product designer en freelance. Enfin, du coup, je bosse qu'avec des freelances, mais on bosse de façon full-time, totalement en full remote. Donc on est deux devs et un product designer. Et Ok. enfin, c'est moi le lead dev là-dessus, quoi. Ouais. Ok, super. Bah écoute, parce que moi aussi j'ai fait pas mal de dev, je vais profiter pour sauter sur ce que tu as dit. C'est pourquoi avoir choisi de faire du no-code alors que tu aurais pu peut-être continuer à faire du JavaScript ou bien du Ruby, avoir les mêmes TJM. Pourquoi avoir choisi de faire du no-code? C'est une bonne question. Je pense que j'ai eu le déclic à partir du moment où j'étais à The Family et je me rappelle les landing pages, tu as l'habitude de le faire en code.
Et je me rendais compte à l'époque, c'était Squarespace que j'utilisais, et je me rendais compte que je faisais des sites beaucoup plus beaux et beaucoup plus rapidement que ce que je faisais en code classique, entre guillemets. Et à Ok. partir de là, en fait, j'ai pas arrêté d'utiliser du Enfin, à un moment, s'est posé la question quand je cherchais et que je connaissais pas Bubble. J'ai dit, putain, il y a bien quelqu'un qui a pensé à faire un truc en drag and drop où je peux créer des API ou des apps comme ça. Et je suis tombé sur Bubble. Mais je pense que là, avec du recul, parce que j'ai à peu près 4 ans de Bubble, je pense que j'ai une mémoire qui est plus visuelle. Je retiens beaucoup mieux les choses. J'ai l'impression d'être plus créatif aussi quand je build. Et c'est surtout bah, quand tu as une idée, le soir même, tu peux. Enfin, tu as une idée, le soir même, tu le builds et le lendemain, tu peux déployer. Quoi. Alors que je me rappelle, avant, avec du Rails, tu étais obligé de lancer un Heroku, enfin voilà, quand même de gérer toute cette partie-là. Donc je pense que ça prête plus à, j'ai plus une mémoire visuelle et je prends plus de fun aussi. Je pense que c'est surtout ça qui m'a fait passer sur du côté no code, low code. Ok, c'est intéressant ce que tu dis parce que je me souviens qu'à l'époque, Rails, ça faisait partie d'un des plus rapides, parce que justement, tu pouvais construire des applications assez rapidement. Et donc, du coup, maintenant, tu fais principalement du no-code. Est-ce que pour les clients, ça t'arrive de coder des choses, donc justement d'aller vraiment aller faire un peu plus que ce que le no-code te permet, ou tu fais vraiment que du no-code? Non, je prends que des apps sur du Bubble ou enfin maintenant Noodle, enfin on pourra peut-être en parler s'il y a, Mhm. s'il y a du temps. Mais non, je prends essentiellement des projets en low code parce que j'aurais pas la force de prendre un projet réel, même là, je veux dire, je pense que j'ai rouillé, tu vois, sur cette partie-là et que je suis plus à jour. Mais non, non, je pense que Mhm. des projets no code et souvent ils ont une appétence low code comme des plugins ou des choses comme ça en Bubble, mais ouais, principalement no code. Ok, super en tout cas. Donc, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Ma question, c'est comment tu trouves tes missions? Est-ce que c'est plus de l'inbound marketing? Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a des gens qui viennent à toi parce que tu publies sur LinkedIn, parce que tu as une audience, parce que tu partages beaucoup de choses? Ou est-ce que c'est toi-même qui vas chercher tes missions? Dis-moi un petit peu comment tu fais. Principalement, je pense que c'est via Malte où j'ai un profil où j'ai passé toutes mes missions, enfin, jusqu'à attendre le Super Malter 3, que les gens me trouvent. Après, il y a aussi du bouche à oreille, parce que du coup, des développeurs seniors en Bubble, il y en a pas beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de développeurs Bubble, mais après, sur de la partie seniorité, où tu as des gens qui ont levé des fonds et qui ont des besoins très précis, c'était assez rare. Euh, et je pense que c'est surtout comme j'ai plus d'expérience sur le côté web de façon générale, bah, en fait, les problématiques sont les mêmes à chaque fois. Mais non, j'ai pas trop de stratégie. En fait, je continue à. Je pense que LinkedIn permet de créer cette relation où les gens se souviennent de toi en tant qu'expert sur Mhm. un sujet. Et à force de publier, bah, les gens font appel à toi. Ok, super sur ça. Et par rapport à ce que tu disais au début, tu disais te considérer comme hyper freelance. Donc ça veut dire que tu fais de la prestation, que tu développes des produits digitaux et autres à côté. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, c'est le mot hyper freelance. C'est un mot que j'avais trouvé quelque part, je sais plus exactement où. Mais en fait, c'est le fait que tu fais des prestats quand il y en a. T'es pas non plus à la recherche constante de prestats parce que tu sais très bien que quand tu fais plus de prestats, t'as plus ton gagne-pain. Mais en fait, à côté, dans ton temps libre ou dans les moments où t'as pas de prestats, bah, tu sors des produits, tu sors des services annexes. En fait, je compare un peu ça avec du revenu synchrone et asynchrone que je crois que c'était, je sais plus comment il s'appelle, Mehdi, Amine avait très bien expliqué. Il disait qu'en fait, bah, quand tu travailles en tant que prestat, c'est des revenus synchrones, ça veut dire que tu échanges ton temps contre de l'argent. Et en asynchrone, en fait, c'est vraiment des trucs qui, pendant que tu dors ou que tu travailles, bah, tu as des revenus qui viennent se cumuler au-delà. Quoi. Ok, super. Et est-ce que tu peux nous parler d'un des produits que tu as construit? Bah, déjà, Hacker pour moi, quand j'ai commencé à faire du freelance, c'est là où j'ai réalisé que c'était vraiment des revenus asynchrones. C'est pas des revenus passifs. Beaucoup de gens croient que l'immobilier, c'est des revenus passifs. C'est juste des revenus asynchrones où je sais que bah, je peux travailler soit dessus le soir ou les revenus tombent tous les X du mois, etc. Donc ça, c'était le premier vraiment gros revenu asynchrone. Le deuxième, je dirais que c'est Lewis BNB. En fait, à l'époque, on utilisait Airbnb
pour les locations longue durée et j'avais créé une sorte de bot qui générait des bails de location, les baux de location automatiquement sur, sur Airbnb. Et ça, on était un peu trop early parce qu'on n'avait pas beaucoup de demandes au début, mais ça répondait à un problème à nous. Et là, en fait, depuis qu'on avait travaillé le SEO, en fait, chaque semaine, on a des gens qui bookent des calls pour utiliser le SaaS. Et c'est là où j'ai réalisé que ouais, le SaaS avait un pouvoir énorme de scaler et puis d'avoir une acquisition, surtout quand tu travailles sur du SEO. Donc il y avait les Lewis, et là, toutes les problématiques que je vois en tant que freelance, hyper freelancer, que je tacle, bah, j'en sors un product. J'essaie de sortir un product plus ou moins en 24 heures, peu importe est-ce que j'utilise du code ou pas. Donc, et après, je vois si ça prend, quoi. D'accord, super intéressant. Au niveau du lancement de produit, est-ce que tu es plus de la team qui va dire, ben, j'attends que, ou en tout cas, j'espère que 10 personnes me payent pour justement valider qu'il y a vraiment ce qu'on appelle un product market fit, ou bien, voilà, ma question c'est vraiment comment tu vas mesurer le succès d'un lancement de produit. Je pense que le succès, c'est déjà est-ce que ça répond à notre problème et est-ce qu'on arrive à faire une première vente. Ok. Ça, c'est les deux. Parce qu'en fait, je me dis des fois, au pire, s'il n'y a personne qui achète, ça m'aura fait gagner du temps. Donc ça, c'est le premier Ouais. truc. Le deuxième, bah ouais, s'il y a des ventes, là récemment, on a sorti par exemple sur Malte, on a retravaillé mon profil Malte avec un vrai design, etc. Et au début, je voulais faire sortir un générateur de portfolio, en fait, de template portfolio brandé sur Malte et des différentes plateformes. Mais en fait, ça m'aurait pris, je sais pas, 3 semaines à le faire. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai pas une plateforme comme ça pour vendre le template comme ça. Et j'ai trouvé Gumroad, donc la première fois que j'ai créé mon profil Gumroad, et je mets le, je mets le template. Je me suis même pas pris la tête, j'ai mis le Figma directement. Au début, je me suis dit, bon, le mec, il va dupliquer. C'est comme si quand tu sens un e-book, tu sais, tu as peur que les gens copie-collent et le ressortent. Mais après, je me Ouais. dis, je m'en fous, de toute façon, j'ai déjà fait le truc. Je mets sur Gumroad et je sais pas, au bout de 24-48 heures, j'avais une commande. Et au bout de la deuxième, troisième semaine, j'en avais 3 ou 4, tu vois. Donc, en Hmm. fait, je me suis dit, bon, en fait, tu peux toujours vendre un truc au bout d'une semaine, 24 heures, quitte à que quelqu'un te le copie, tant pis, mais il y a tellement de monde sur cette planète que les gens n'auront pas à se parler les uns aux autres, quoi. Ok, super, ça me permet d'aller sur un sujet avec toi. C'est quoi ton avis sur la concurrence? Est-ce que tu trouves que ça existe? Est-ce que tu trouves que ça n'existe pas? Est-ce que toi t'en prends compte? Est-ce que t'en prends pas du tout compte? C'est quoi ton avis dessus? Si j'en prends compte, par exemple, le Marc Louvion qui avait créé Indie Page, typiquement, c'est un Linktree pour entrepreneurs. En Mhm. gros, tu mets toutes tes startups dessus et tu peux montrer tes MRR et tout. Bah, c'est un truc que j'avais dans ma to-do, tu vois. Mais je savais pas trop Hmm. comment le tacler, mais il était dans ma liste de projets. Et quand j'ai vu qu'il l'avait fait, bah, je me suis dit, bon, bah, je vais pas le faire. Il l'a fait mieux que moi. Du coup, j'utilise son product et je le supporte. Hmm. Non, non, clairement. Au début, je me dis, est-ce que je vais rentrer en compétition avec lui? Je me suis dit, bon, vas-y, non, il a fait un truc cool, j'ai utilisé son product et moi je me focus sur autre chose. Donc, non, non, j'en prends compte et si, je pense que si ça répond à mon problème de la façon dont je le veux, j'utilise le product, je vais pas aller me battre, tu vois, sur quelque chose comme ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est aussi dû à l'esprit indie hacker, si je puis dire, où effectivement, ben, quand quelqu'un construit un autre produit, bon, si toi, comme tu dis, tu y trouves ton compte et que ça répond à ta problématique, ben, tu vas l'utiliser. Maintenant, j'ai envie de te poser une autre question, puisque tu fais du freelance, tu fais de la construction de produits, tu fais du coup pas mal de choses. Pourquoi tu fais les choses? Pourquoi tu fais tout ça? Je pense que j'adore créer des choses. Pour avoir essayé avec Hackers de lever des fonds, etc., parce qu'il y avait une FOMO énorme c'était pendant le Covid, enfin, il y avait une FOMO énorme sur les levées de fonds, etc. Je pense que ce que j'aimais beaucoup, c'est de créer des choses, répondre à des problèmes que moi j'ai. Et surtout, c'est pour avoir cette liberté plus financière, tu vois, c'est de dire bah voilà, que tu travailles ou pas, tu es capable de subvenir à tes besoins et de passer du temps avec tes proches. Je pense que c'est surtout quand tu commences à avoir un gosse. euh, Moi, j'ai connu des parents qui n'étaient pas vraiment présents parce qu'ils avaient un commerce de restauration et je passais mes journées au restaurant, quoi. Et Hmm. pouvoir aller chercher ton gosse à telle heure, pouvoir passer ton vendredi avec lui,
Je pense que c'est pour ça que tu fais ça. Et aussi, bah, quand ta famille ne peut pas se déplacer, bah, toi, tu es capable d'aller là-bas et de travailler en remote chez eux et puis de passer du temps. Rien que déjeuner, tu vois. Nous, ça nous est arrivé avec des cousins. Chacun travaillait pour son client et à midi, on déjeunait tous ensemble. Et après, rebelote jusqu'à l'après-midi. Et après, on passait nos soirées ensemble. Ok, super. Donc ouais, je comprends bien. C'est pas mal aussi pour ton lifestyle, quoi. Et j'ai une autre question qui me fait sourire. Je discute avec pas mal de builders, donc qui ont des enfants, et il y a un truc qui revient assez souvent, c'est qu'ils me disent que le fait d'avoir un enfant maintenant, t'as beaucoup moins de temps qu'avant. En tout cas, c'est une différente organisation, si je puis dire, donc entre le business et la vie de famille. Mais il m'explique que chaque minute, heure qu'ils ont, en fait, ils la mettent tellement à profit qu'ils sont très productifs. Donc comme quoi, effectivement, avoir un enfant les rendrait beaucoup plus productifs au quotidien. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Mhm. Je sais pas si je suis plus productif, mais c'est sûr que je travaille moins. Ouais. Euh, En fait, c'est bizarre parce que, bah, en fait, tous ceux qui sont papas, on a à peu près le même créneau. Ça veut dire que, ok, on bosse quand il y a la crèche ou un truc comme ça, mais Ouais. de 17h30, 18h jusqu'à 21h, tu es sûr que tu peux nous appeler que si elle veut, quoi. Ouais. Euh, Après, ça m'arrive des fois de travailler bah, à partir de 21h30 jusqu'à 22h, 23h, tu vois. Mais Mhm. après, je sais que si je tarde trop, le lendemain, je serai KO. Donc, je sais pas si je suis plus productif, mais je sais que mon temps a plus d'importance parce que du coup, si je le consomme mal, Mhm. bah, je vais pas avancer, quoi. Donc, Ok. euh, donc, je sais pas si je suis plus productif, mais c'est vrai que des fois, en fait, des fois, tu as un flow quand tu bosses et quand ton temps il est limité, bah, tu es obligé de te mettre un peu plus à pression, quoi. Ok, super. Ça me permet d'aller sur un autre sujet avec toi. C'est celui de la gestion et de l'organisation. Aujourd'hui, comment tu gères tes journées? Tu fais du time blocking? Est-ce que tu as peut-être des journées qui sont consacrées pardon, à certaines tâches, certains moments? Comment tu gères tout ça? Ouais, si, je fais du time blocking. Mhm. En gros, moi, mes journées, enfin, du coup, quand je suis à Paris, en France, je me lève à peu près entre 6h, 6h30, parce que j'ai des morning meetings juste du lundi au jeudi avec mes équipes. Donc, ça, c'est à 7h15, parce qu'il y a le Mhm. décalage horaire aussi avec eux. Et en fait, après 7h15, donc morning meeting, ça dure jusqu'à 7h30, 7h45. Et moi, j'ai le petit à préparer. Je sais qu'il doit être sur le vélo à 8h, 8h30, quoi. Donc, il faut que je le Mhm. prépare. Et après, ma journée elle commence vraiment entre 8h30 et 9h. Donc, si j'ai des clients, ça commence à 9h jusqu'à 17h30 en moyenne. Et sinon, après, les tâches de la journée, ça dépend vraiment. Mais ouais, j'ai une routine. Ouais, parce qu'à 17h30, 17h30, 18h, c'est fini. Il faut que j'aille chercher le petit. De toute façon, j'ai pas le choix. Je suis obligé de raccrocher le clavier et la Mhm. souris et partir, quoi. Ok, super. Et donc, du coup, tu disais que tu avais des meetings avec la team. Donc, tu t'entoures que de freelance. C'est quoi pour toi l'avantage de travailler qu'avec des freelances? Je pense que c'est de dire que tu as. Parce que aussi, le no-code, ce qui a changé, c'est les compétences. C'est-à-dire qu'avant, quand tu avais du code et que tu bossais avec des gens en remote, souvent, tu avais beaucoup l'allusion de tu fais sous-traiter ça à des Indiens ou des choses comme ça, et que Mhm. c'était mal fait, entre guillemets. Aujourd'hui, avec le no-code, enfin, des fois, je suis impressionné par ce que sont capables de faire des gens qui sont sur d'autres continents, etc. Parce qu'ils ont, en fait, l'outil cadre aussi la façon de travailler. Euh, le travail des freelances, c'est surtout le fait que bah, les gens qui sont à l'étranger, tu peux pas forcément leur faire un CDI et que tu peux quand même bosser avec eux, quoi. Oui, c'est vrai que le no-code te permet de faire pas mal de choses, de traiter pas mal de problématiques. Et donc, effectivement, tu vois, tu parlais de cadre, donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'outils, bah, aussi de par leurs limitations, permettent de cadrer en tout cas la façon dont on va aborder les sujets. Mais tu as des outils, par exemple, comme Bubble, où tu peux aborder un sujet de plusieurs façons. C'est-à-dire qu'il y a vraiment plusieurs façons, on va dire comme le code, de traiter une problématique. Est-ce que toi, parce que du coup, tu as cette dimension agence et exécution, est-ce que tu as développé toi-même des process en interne ou aussi des façons de développer sur Bubble ou sur des outils qui sont propres à ton équipe en disant par exemple, bah, écoutez, chaque fois qu'on a un process, par exemple, je sais pas, un login ou une connexion ou bien une inscription, voici comment on le fait.
et puis du coup c'est documenté, ou est-ce que tu laisses les gens un peu faire comme ils voudraient? Puisque du coup il y a toujours cet aspect de dire, je code, oui, mais je code de façon à ce que, en tout cas je no code dans l'occurrence, je no code de façon à ce que d'autres personnes puissent repasser derrière et reprendre le projet. Si, si, on a une documentation sur comment on nomme les groupes, Mhm. comment on nomme les API calls, etc. En fait, comme j'ai fait Epitech, bah, nous, on ne dit pas qu'est-ce qu'il faut faire à l'intérieur, mais on met des normes. Tu sais, nous, on ne pouvait pas écrire des fonctions de plus de 25 lignes, par exemple. Mhm. Donc, en fait, on met des normes comme ça. Par exemple, on essaie d'utiliser le monde de states possible. On passe beaucoup par l'URL pour afficher des pop-up parce que bah, quand un mec il copie-colle l'URL, au moins la pop-up elle s'affiche. Tu vois, que c'est pas que le bouton qui l'affiche. Mhm. Enfin, on a des normes, des bonnes pratiques, mais après, sur tout ce qui est fonctionnel à l'intérieur, etc., il n'y a pas trop, il y a pas trop On est assez flexible là-dessus. Ok, tu parlais aussi de Noodle, donc moi j'ai pas du tout testé, hein, je connais pas du tout, donc intéressé d'avoir ton retour. Et en fait, ça s'explique aussi parce qu'il y a eu une vague, donc il y a quelques temps, où, si je puis dire, Bubble a changé ses pricing. Et les pricing dans le coût de la stack technique, c'est-à-dire qu'en fait, tu pouvais passer d'une stack technique qui te coûtait quelques, je pense, dizaines d'euros par mois, à des fois plusieurs centaines, voire parfois plusieurs milliers, si ton application elle n'est pas optimisée. Et donc du coup, ça a fait que les gens n'étaient pas contents, ils ont voulu justement aller sur d'autres outils. Il y a aussi Flutterflow, que je sais que tu as testé, donc ce serait aussi intéressant d'avoir ton avis dessus. C'est vrai que Flutterflow c'est beaucoup pour les applications mobiles, mais ce serait intéressant d'avoir ton avis dessus. Et donc ouais, je sais qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées dans le no-code, donc du coup c'est quoi ton avis sur tout ça? Ouais, donc comme tu l'as dit, c'était suite au fiasco un peu du pricing bubble. Moi, bah, en fait, moi, j'avais deux choses. Je pense que moi, j'étais aveuglé par Bubble. Ouais, c'est le truc le plus rapide, etc. Enfin, le truc le plus rapide, à bootstrapper, etc. Enfin, voilà, plein d'avantages quand je fais du Bubble. Et en fait, moi, j'avais mon client qui avait levé et qui commençait à me dire, écoute, Steph, Bubble, ça va pas. On a des limites qui sont insurmontables, notamment Ok. rien que de performance ou quand tu refactores, par exemple. Imagine, tu veux rajouter un header en plus dans l'API connector, bah, il faut repasser sur chacun des calls. Et eux, ils avaient fait exprès d'avoir développé leur base de données en externe, c'est-à-dire avec une API Postgre. Et le Bubble, c'est juste une coquille vide, en fait. Ok. Donc, du coup, on tapait tout par API. Mais en fait, c'était lent parce que c'est normal, Bubble n'a pas été designé pour ça. Mhm. Donc, là, je me dis, ah, ok, bon, bah, et je vois trois quarts des boîtes qui ont levé, enfin, des gros projets sortent de Bubble, en fait. Mhm. Et moi, ce que j'ai remarqué quand tu bosses à plus de deux ou trois ou quatre, avant, il n'y avait pas le versionning. Je ne sais pas ce que donne le versionning aujourd'hui, mais Mhm. on se marchait toujours sur les pieds, on avait toujours des régressions. Enfin, tu vois, c'était vraiment chiant. Et donc j'avais ça. Et puis le pricing de Bubble, c'était. Je pense que quand tout va bien, tu regardes pas ailleurs. Et quand tu as un doute, tu sais, tu commences à regarder ailleurs. Et je Ouais. pense que c'est ce qui est arrivé avec le pricing. Donc j'avais ces deux facteurs-là. Et j'ai commencé à regarder. Bon, bah, après, je me suis un peu jeté corps et âme sur Flutterflow parce que ça validait plusieurs critères. Et j'ai pris aussi le fait de commencer à apprendre le Flutter et le Dart, donc le langage qui est utilisé avant de faire du Flutterflow, à me former dessus. Et en fait, quand j'ai attaqué Flutterflow avec mes équipes, je me dis, mais c'est pas possible, comment vous pouvez bosser là-dessus? Parce que, c'était lent. Non, c'était lent de ouf. C'est-à-dire, à chaque fois que tu fais des changements, tu dois attendre 3 à 4 minutes que ça compile et que tu puisses preview, quoi. Mhm. Et en fait, si tu calcules le nombre de fois que tu fais des changements, des micro-itérations et que tu dois derrière euh, retester. Après, tu as un mode test mode qui dure 30 minutes, mais bref, l'expérience de développeur, elle était très difficile, je pense. J'ai pas du tout kiffé en fait les 2 semaines sur lesquelles où je me suis vraiment plongé dessus. Et je me suis dit, putain, mais c'est pas possible. Au début, je me suis dit, ouais, c'est peut-être la learning curve. C'est-à-dire, tu sais, t'attends d'atteindre cette courbe d'apprentissage pour enfin arriver à kiffer. Mais au bout de 2 semaines, j'ai pas kiffé. Alors que Bubble, je me rappelle, en un week-end, j'ai kiffé, quoi. Donc, je me suis dit, Mhm. bon, il y a un truc qui va pas. Et j'en parle un peu avec d'autres développeurs Bubble seniors autour de moi. Et j'ai Guillaume Maison qui me dit, écoute, moi aussi, Flutterflow, c'est pas pour moi. J'ai Flutterflow pour un client, mais je lui ai dit, écoute, prends quelqu'un d'autre parce que c'est pas mon truc. Il me dit, essaye Noodle. Il m'a fait une petite démo.
Et du coup, je sais, vas-y, je vais tenter. De toute façon, j'ai pas trop d'autres solutions. Mhm. Et j'ai essayé. Et, je t'avoue qu'en un week-end, j'ai eu les mêmes sensations que j'avais avec Bubble à l'époque, quoi. Ok. Ces petits aha moment que tu as à chacune des features. Et je pense que c'est Ouais. surtout le côté low code qui s'intègre tellement bien dedans. Pour avoir fait du code dans Bubble, à chaque fois, tu as l'impression de hacker le truc, quoi. Tu as l'impression de tordre le truc, t'as l'impression de faire des trucs où putain, tu es le seul à comprendre ce truc-là. Le prochain qui tombe sur ton low Mhm. code là-dessus, il va te haïr. Ouais. Alors que là, c'est vraiment bien fait. Au début, j'étais un peu sceptique parce que l'approche de builder son Noodle est vraiment différente. Au début, elle est même déconcertante au début, Ok. mais quand tu commences à le maîtriser, tu dis ah ouais, ils ont vraiment killé le game. Ils sont en train de killer le game. Ok sur ça. Et je suppose que Flutterflow t'a testé pour la version web. Est-ce que la version mobile, tu l'as testé aussi? Ou est-ce que c'est que la version web que tu as testé? Ouais, alors pour le web, clairement, c'est pas fait pour. Alors, il génère, en fait, moi, ce qui m'a un peu mis le coup de grâce, c'est quand j'ai regardé le code que génère Flutter ou Mhm. Flow, enfin, ou Flutter tout court, hein, parce que c'est basé sur Flutter. Le code HTML, CSS qui est basé dessus, c'est imbitable, tu peux même pas te débugger, quoi. Donc Mhm. ça, c'est ce qui m'a donné le coup de grâce. Je pense que pour le mobile, oui, c'est adapté, mais ça n'empêche pas que tu dois attendre tout le temps. Ouais, ok. Tu dois attendre que ça compile, etc. Ok. Et tu n'as même pas d'environnement de dev, et de test et de live. Ah ouais, ok. Donc en fait, du coup, j'ai demandé aux autres, mais vous faites comment pour tester et de déployer? Ouais. Ils me disent, ah ben on n'a pas le choix, soit on crée deux applications, on réplique. Ah Et moi, ouais. je me suis tiré les cheveux, je me dis, mais les gars, c'est pas possible. Ouais. Tu peux pas faire de trucs en production si tu n'as pas dans deux environnements, tu vois. Bien sûr. Donc et même le basique, il n'y avait pas, quoi. Donc Mhm. c'est pour ça que je me suis dit, ok, c'est à surveiller parce qu'ils vont très vite et c'est aussi la communauté Flutter est énorme derrière, tu vois. Mhm. Et les opportunités aussi. Euh, je t'avoue, quand j'ai tapé Noodle sur LinkedIn Jobs, il n'y avait rien. Donc c'est un pari risqué compréhensible. Ouais. Ok, sur Noodle, ben, je regarderai. Et c'est vrai que quand on fait de la presta technique, si je puis dire, on est toujours un peu tiraillé entre l'outil ou la technologie qu'on aime bien, qu'on kiffe et sur laquelle on prend plaisir à développer. Et puis du coup, de l'autre côté aussi, la demande. Puisque du coup, si on fait de la presta, il y a aussi un côté ben, business. Et donc du coup, si on travaille sur une techno, mais qu'il n'y a pas forcément de demande ou de projet dessus, c'est pas forcément la bonne chose à faire. Et donc du coup, sur Noodle, parce que je sais que tu as commencé à tester, à faire des applications, à faire des choses, est-ce que tu as déjà eu des clients pour lesquels tu as travaillé sur Noodle ou pas du tout? Non, parce que déjà, personne ne vient te voir en disant que j'ai besoin de Mhm. Noodle. En fait, je pense que c'est la même approche que j'avais sur Bubble ou même Flutterflow. Je me dis, il faut que tu crées d'abord ton propre produit, ton service Mhm. sur la stack que tu veux. Déjà, ça te donne la légitimité parce que tu as quelque chose à présenter. Moi, chaque Presta Bubble, je montrais à Hacker et allez, la moitié du temps ou trois quarts du temps, les features qu'ils me demandaient, je les avais déjà développées. Mhm. Donc, du coup, je leur faisais la démo pendant mon premier call et du coup, bah, le call d'après, c'était juste, ils payaient, Ouais, quoi. ok. Donc en fait, quand tu as fait une marketplace en Bubble, tu es capable de tacler trois quarts des trucs qu'on te demande. Mhm. Donc, ouais, on développe d'abord nos propres services sur l'outil. Comme ça, déjà, tu as une meilleure vue de savoir ce qui est possible ou pas. Euh, et après, bah, la deuxième partie, c'est s'il y a des prestats sur la stack sur laquelle tu es, tant mieux. Si on n'a pas, bah, tant pis, toi, tu continues de kiffer ton Mhm. côté et tu développes, quoi. Ok. Ok, intéressant. Du coup, on a compris que tu faisais tout ça pour la liberté. Ma question ici, c'est est-ce que tu veux faire quelque chose de très gros et donc du coup tu vas retourner un marché, ou bien est-ce que tu es plus en mode, ben, je fais tout ça, je fais ce que j'aime au quotidien, je génère quand même assez de revenus pour supporter mon lifestyle, pour investir, et donc du coup par contre, vu que ça va me dégager du temps, ben, je vais consacrer ce temps-là pardon, à faire d'autres choses. Bah, clairement, le deuxième, je pense que j'étais comme ça depuis le début. En fait, j'ai surtout vu plein de potes qui ont levé aussi, qui sont pas forcément très heureux. D'accord. Après, je dis pas que mes journées non plus sont des journées d'aura l'exploratrice, euh, mais je pense que ouais, je pense la liberté des fois de dire bon bah c'est ça, j'ai plus envie de bosser dessus, je passe à autre chose et tu peux le faire. Des fois quand tu lèves, t'as pas forcément t'es toujours entraîné dans cette spirale, tu vois. Et puis quand tu veux grossir aussi, tu laisses des plumes. Donc je pense qu'à partir du moment où tu arrives à en vivre de ce que tu fais, tout le reste, c'est du bonus, quoi. Tu vois,
quand tu as investi dans l'immobilier, tu sais que tu as assuré tes arrières et que tu es capable de vivre à côté, de plus payer de loyer. Enfin, tu vois, vraiment que tu arrives à répondre à tes besoins et de rencontrer des gens. Je pense que c'est ça aussi, c'est des expériences humaines, en fait, au final. Hein. Quand tu passes de Bubble à Noodle, c'est d'autres gens que tu rencontres, c'est pas forcément la stack. Donc, voilà. Ok, ben écoute, c'est super intéressant. Où est-ce qu'on peut du coup te retrouver? Sur LinkedIn, Stéphane Bounmi, pour tous les trucs en français. J'ai commencé depuis que je me suis mis à Doodle, du coup, à le faire en anglais sur Twitter. Je voulais rester sur un seul canal d'acquisition, mais du coup, j'en ai deux. J'ai Twitter et LinkedIn, quoi. Super. Ben écoute Stéphane, merci beaucoup pour cet échange qui, je pense, apportera beaucoup de valeur à ceux qui l'écouteront. Et puis du coup, on se dit à très vite alors. Merci à Salut, toi. ciao, ciao. À très vite. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous en êtes sorti grandi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un avis positif sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Cela nous aide beaucoup. Les liens évoqués durant cet échange sont en description de l'épisode. Ce fut un plaisir pour moi de vous accompagner durant ce moment. Je vous dis à très vite et souvenez-vous qu'il suffit d'1% d'upgrade pour évoluer.